Le je, le tu, le il, le nous, le vous et également le ul au pluriel. Alors, dans les prochaines minutes, je ne ferai pas avec vous de la conjugaison, bien que j'utilise différents pronoms, mais je vais plutôt explorer ces différents pronoms dans leur rapport à la conscience. Donc, autrement dit, il y a des gens qui vivent différents niveaux de rapport à la conscience et utilisent différents pronoms pour se situer à l'égard de la conscience. Et c'est cette exploration que je me propose de faire dans les prochaines minutes. Bien sûr, par rapport à tout ça, ce qui est important, fondamentalement, c'est pas les mots qui sont utilisés, les pronoms, mais c'est plutôt de voir la vibration qui est derrière. Donc, autrement dit, si quelqu'un parle au je, si quelqu'un parle au tu, ou au il, ou même au nous, au vous, peu importe, ce qui importe, c'est de regarder est-ce que ça me fait vibrer. Est-ce que ça me dynamise d'entendre cette personne-là parler? C'est tout. Fondamentalement, c'est tout. C'est sûr qu'on peut passer des heures et des heures à réfléchir aux pronoms, à leur utilité, à leur fonction. Il y a des nuances qui peuvent être apportées, il y a des nuances qui peuvent être explorées également. Mais c'est sûr que, bon, l'exploration que je vais faire dans les prochaines minutes, c'est pour me situer personnellement. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont avoir des rapports différents aux pronoms et c'est tout à fait correct. Parce que, après tout, le rapport en lien avec les pronoms, surtout quand que c'est pour aborder et être utilisé pour traiter de la conscience, c'est personnel à chacun, donc c'est très intime. Donc, il y a des gens qui vont utiliser certains pronoms, d'autres non, et ça leur appartient. L'important pour moi, c'est d'être bien dans ma peau, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'approprier et d'avoir un rapport aux pronoms que je définis et que j'utilise en lien avec ça. Donc, vous pourriez écouter 3 personnes différentes sur Internet qui vivent un processus de conscientisation et parler des différents pronoms. Et vous pourriez avoir 3 explications différentes. La raison, c'est que chacun a sa sensibilité, chacun a sa fonction, chacun a sa manière d'être. C'est ainsi que les gens vivent et c'est la raison pour laquelle que ça peut être intéressant de bénéficier de différents points de vue par rapport aux pronoms. Et l'essentiel, c'est bien entendu de vous positionner, vous, par rapport à vous, dans votre rapport à la conscience. Donc, moi, je peux présenter dans les prochaines minutes mon point de vue, mais fondamentalement, c'est vous par rapport à vous, ultimement. Donc, je vais y aller. Alors, tout d'abord, par rapport au « je », il y a des gens qui sont inconscients et qui utilisent couramment le « je » sans réaliser les implications occultes qui s'y rattachent, n'ayant pas été éduqués dans leur tendre enfance à réaliser que la pensée ne provient pas d'eux. Et c'est le genre de prise de conscience qu'on ne nous enseigne pas à la maternelle ou également à l'école, bien entendu. Donc, c'est une prise de conscience particulière qui peut émerger dans le cadre d'un processus d'intériorisation. Et lorsque la personne est mise en vibration, ses centres de perception psychique sont ouverts pour percevoir différents niveaux vibratoires et établir également un contact, une communication avec l'esprit. Mais si la personne ne vit pas ça et utilise le « je » d'une manière machinale, eh bien, elle va dire des choses. Par exemple, je veux m'acheter une nouvelle voiture. Et là, la personne dit ça, et comme elle est inconsciente, elle pense que cette pensée qui a émergé dans son esprit provient d'elle. Et là, elle va se mettre en action et acheter une nouvelle voiture parce qu'elle pense que c'est elle qui pense. Alors que si la personne s'est intériorisée, a développé une capacité de percevoir son intérieur, donc un petit peu comme les gens, par exemple, qui font de la méditation, et être capable de voir de la pensée qui arrive, qui disparaît, et qu'à quelque part, ça n'origine pas d'elle, elle peut regarder des courants de pensée circuler en elle, comme on peut regarder les vagues sur l'océan bouger tout seul. Eh bien, si elle réalise que les pensées arrivent et disparaissent tout seul dans son esprit, ben, à ce moment-là, son rapport à la pensée est très différent de celle qui va s'identifier spontanément au jeu. Donc, autrement dit, quelqu'un s'est dit d'acheter une auto,
Si la personne est capable de prendre une distance par rapport au jeu et réaliser que des forces qui sont derrière la pensée, eh bien, à ce moment-là, elle peut poser la question à l'entité qui a acheminé dans sa psyché la pensée. Donc, autrement dit, la personne reçoit la pensée « Je veux m'acheter une nouvelle auto ». Elle pose la question à l'entité « Pourquoi tu me dis qu'il faut que je m'achète une nouvelle auto ?» Et là, l'entité peut lui dire « Ben, je pense que c'est le temps que tu changes, là, il commence à avoir beaucoup de rouille. » Et là, la personne évalue. Est-ce que c'est intelligent ce qu'elle dit? Oui, c'est vrai que l'auto commence à être usagée, il commence à avoir des réparations. Et là, la personne, en plus d'évaluer le contenu manifeste, elle peut en faire une évaluation vibratoire. Donc, autrement dit, est-ce que de changer de voiture, vibratoirement, c'est plus intelligent que garder la même? Et là, elle peut ressentir une montée d'énergie en elle qui s'effectue, lui donner un sentiment de plénitude qui lui dit que oui, c'est bel et bien le cas, donc il faut changer d'auto. Mais là, dans ce cas-ci, la personne change d'auto, mais elle fait suite à une conversation consciente avec une entité plutôt que de suivre aveuglement le mouvement de l'entité qui dit « je veux changer d'auto » dans sa psyché. Donc, vous voyez une nuance très grande. Parce que si la personne donne de la valeur et du crédit à chaque fois qu'elle reçoit une pensée dans sa tête au jeu, bien, ça peut lui amener à faire des mouvements qui sont pas nécessairement très intelligents. Donc, autrement dit, si la personne dit dans sa tête je suis stupide, je suis niaiseux, je suis incompétent, je suis un bon à rien. Donc, si c'est des propos qui amènent une dépréciation à son égard, à l'individu, et elle donne de la valeur à ça, bien, elle peut les émotiver et les réfléchir et les amplifier. Donc, la personne peut ressentir de la tristesse, elle peut sombrer dans un état dépressif en lien avec des propos comme ça, auxquels elle va donner de l'importance parce qu'elle pense que c'est elle qui est à l'origine de ces pensées-là. Donc, elle va avoir tendance à les amplifier en disant « Ah, ben, si ça vient de moi, c'est parce que ça doit être intelligent, donc c'est vrai que je suis stupide. Donc, si c'est vrai que je suis stupide, ben, à ce moment-là, je suis pas bon au travail, je suis pas bon avec les enfants, je suis pas bon dans le couple, je suis pas bon avec les membres de la famille, je suis un bon rien. » Donc, la personne peut en mettre puis amplifier des mouvements d'entité astrale qui peuvent être extrêmement destructifs, ou ça peut être l'entité mentale aussi qui teste l'individu avec de la pensée subjective pour voir comment que la personne va se comporter en réaction avec elle. C'est sûr que moi, personnellement, dans mon rapport à la pensée, étant donné que j'ai quand même vécu des expériences que j'ai perçues des entités, j'en suis venu à la conclusion que la pensée n'origine pas de moi. Donc, il y a des gens qui ne vivent pas ça, et c'est correct, ça doit être respecté. Il y en a d'autres qui vivent non seulement ça, mais ils sont capables d'avoir des détails très fins se rapportant à des entités. Et pour moi, ma perception va pas nécessairement à ce niveau-là. Donc, autrement dit, je peux percevoir, par exemple, dans des lieux physiques, certaines entités, ou que certaines personnes parlent, affiliées psychiquement avec une vibration qui est astrale, mais d'être capable de nommer précisément le nom de l'entité lorsqu'elle était vivante, alors que présentement elle est décédée et qui cherche à influencer un individu et d'être capable de dire à quelle époque elle a vécu, quelle était sa fonction sur la Terre. Donc je vois pas nécessairement là-dedans. Donc autrement dit, j'ai pas nécessairement cette capacité-là, mais je suis obligé d'aborder la réalité en fonction de ce que je perçois. Donc c'est sûr que si je parle d'entités qui utilisent le superfuge du jeu pour induire dans l'esprit d'individus certaines pensées, au même titre qu'un hypnotiseur peut le faire. Donc, quelqu'un qui en hypnotise un autre, qu'est-ce qu'il fait? Il va donner une suggestion hypnotique, sauf qu'il va être un peu plus direct habituellement. Il va utiliser le « vous ». Donc, autrement dit, la personne va dire « Vous avez les paupières lourdes. Vous êtes de plus en plus fatigué. Vous vous sentez de plus en plus détendu. Votre rythme ralentit. Vous vous sentez dans un état de calme qui s'installe de plus en plus. À chaque seconde qui passe, vous sentez une lourdeur s'installer en vous. Vous ressentez une envie de dormir. Vous allez, dans les prochaines minutes, dormir. Donc, une personne peut aller loin. C'est sûr que je pourrais continuer comme ça, mais c'est pas le but de l'enregistrement. Ça, c'est au vous. Sauf que des entités qui utilisent
le je comme technique de camouflage pour s'adresser à l'individu. Et c'est là que la personne doit avoir l'intelligence de réaliser que la pensée ne provient pas d'elle et de recadrer la conversation pour horizontaliser son rapport avec l'entité. Donc, autrement dit, en dévoilant l'entité, l'entité est obligée de parler différemment à l'individu pour respecter sa sensibilité parce que l'individu la met en lumière et l'individu est capable, à ce moment-là, de s'affirmer en utilisant la force de sa volonté par rapport à l'entité pour pas se laisser soumettre d'une manière molle, d'une manière suggestive à la volonté de l'entité qui lui parle au je. Donc, autrement dit, la personne est capable de remettre en question la pensée qu'elle reçoit. Donc, c'est sûr que si ça me dit, moi, par exemple, dans ma tête, je veux acheter une nouvelle voiture, ben, j'évalue si c'est réel, au lieu de me garrocher au magasin ou au concessionnaire automobile pour m'acheter la voiture. Donc, une évaluation qui est faite en fonction de ma sensibilité et ma vibration que je perçois. En fait, la vibration que je perçois. Là, il faut que je le change parce que faut que je sorte du mode personnel pour toucher un mode qui sert à me brancher une réalité énergétique fondamentale qui donne une direction à l'existence. Donc ça, c'est un aspect particulier. Donc si on se rattache psychiquement avec le plan mental, eh bien la perspective change. Alors que lorsqu'on est dans la subjectivité, c'est pas pareil. Mais par rapport au jeu, donc quelqu'un qui est inconscient, qui utilise le jeu, bien des fois ça peut être intelligent, comme par exemple changer une auto si l'auto est très usagée. Mais si la personne s'est dit dans sa tête de changer l'auto alors que l'auto est neuve de quelques années, donc là, c'est peut-être pas aussi approprié. Et si la personne n'évalue pas la justesse de la suggestion qui lui est faite dans son mental, eh bien c'est là qu'elle peut en souffrir et ça peut la désavantager. Ensuite, lorsque la personne amène le dialogue avec l'entité en la dévoilant au grand jour, à l'amener à lui parler au-dessus, eh bien là, ça change le rapport. Parce que là, ça peut dire « Tu pourrais t'acheter une nouvelle auto ». Puis là, la personne évalue « Ouais, c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée, l'auto commence à être usagée ». Donc, il y a une conversation qui peut s'installer. Et l'entité aussi se dévoile son jeu à l'individu, et c'est ce qui est intéressant lorsque l'entité lui parle au-dessus. Donc, à ce moment-là, ça change le rapport. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui ne seront pas à l'aise avec ça parce que ça amène l'individu à réaliser qu'il n'est pas seul, qu'il est en contact avec une réalité qui est intelligente par elle-même, qui amène à lui des pensées. Et je sais que des gens qui trouvent ça difficile, je sais que des gens qui ne vivent pas ça, et c'est correct, ça doit être respecté. Donc, autrement dit, chaque personne vit les choses en fonction de ce qu'elle a à vivre. Et c'est la raison pour laquelle qu'une personne peut recevoir de l'information au-dessus et une autre ne vivra pas ça et c'est tout à fait correct. C'est sûr que, en ce qui me concerne, dans mon rapport à l'invisible, lorsque je suis en contact avec des entités, je demande à ce que les entités s'adressent à moi au-dessus ou au vous. Mais pas utiliser le je parce que le je, à ce moment-là, je vois qu'elle cherche à m'induire quelque chose. Et c'est facile dans le feu de l'action de se laisser prendre par un jeu, dans le sens que quelqu'un qui se promène sur la rue puis ça dit « Ah, je veux manger une crème glacée ». Là, la personne est en train de bouger, elle discute avec une autre personne, l'idée émerge dans son mental « Je veux acheter une crème glacée ». Donc, spontanément, si elle a cette idée-là, ça se peut qu'elle va aller acheter la crème glacée machinalement, sans se poser la question « Est-ce que c'est réel que j'ai acheté une crème glacée comme ça ?» Donc, le jeu peut nous amener dans certains mouvements qui ne sont pas nécessairement à notre avantage, d'où l'importance de chaque fois qu'une pensée émerge dans le mental, que ce soit au jeu ou au-dessus, ou au vous, ou d'où, peu importe, ou au il, de toujours garder l'esprit critique pour évaluer vraiment ce qui répond à nos besoins réels. Et par rapport au-dessus, c'est ça. Il y a des entités, que ce soit des êtres décédés, des êtres du plan mental, qui peuvent s'adresser à l'être humain en utilisant le dessus. Pour ce qui est du il, c'est encore en relation avec le vécu d'un rapport à l'invisible qui est dissociatif. Donc, la personne se dissocie en tant qu'ego de l'invisible. Alors que lorsque la personne parle au jeu en relation avec l'invisible, c'est dans un mode fusionnel. Les deux font un. Donc, on parle d'une même voix. Je veux telle chose. Donc, les deux sont alignés. Mais le problème, c'est que si la personne n'est pas alignée avec l'invisible et utilise le jeu, bien, à ce moment-là, c'est comme si elle ne donnait pas un consentement libre et éclairé à une
à un énoncé, à une proposition, à une suggestion. Donc là, à ce moment-là, elle peut être influencée malgré elle dans sa façon de parler. C'est très subtil, la conversation. C'est sûr qu'on peut en faire des études pendant des heures et des heures. C'est pas nécessairement l'objet de cet enregistrement, mais je vais quand même continuer là, avec le « il ». Il y a des gens qui se conscientisent ou qui ont œuvré dans le domaine de la conscience, qui utilisaient l'expression « ils me disent que ». Ils me disent que lorsqu'on utilise une façon de parler comme ça qui est impersonnelle, c'est-à-dire on tasse l'ego pour laisser parler à la place l'entité, on peut vivre un état de transe légère dans ce mode de communication dissociative. C'est sûr que lorsque je l'utilise, ça m'amène à me tasser en tant qu'ego. Donc, ça peut amener l'émergence plus grande d'idées créatives que lorsque je suis dans un mode qui est réflectif en termes de jeu. Donc, ça, c'est par rapport à mon expérience personnelle. C'est-à-dire que si je parle au « il » ou au « tu », bien, à ce moment-là, lorsque je canalise de l'information qui est acheminée dans mon mental en utilisant ces pronoms, ça amène un état de captation dans lequel je suis plus passif, dans le sens que je suis plus en mode réception d'informations, plutôt qu'en mode participatif pour définir l'information et affirmer une volonté qui est un mouvement de l'ego en termes d'énergie, tandis que là, je suis dans un mouvement de réception qui provient de l'esprit ou d'entité vers l'ego, ce qui n'est pas pareil. Donc, on peut vivre l'aspect yang, qui est émission, puis on peut vivre l'aspect plus passif, yin, qui est la réception, où ce qu'on laisse émerger les choses. C'est une dynamique qui est très différente. Donc, le il peut amener un état de dépersonnalisation beaucoup plus grand que lorsqu'on utilise le je pour capter et verbaliser de l'information. Donc, je peux en faire un petit peu ici. Ils me disent qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui se cassent la tête inutilement par rapport aux pronoms. Ils me disent que, à quelque part, l'important, c'est pas de vous casser la tête avec les pronoms, c'est d'être capable de vous organiser pour être bien dans votre peau. Le reste, ça peut être dans certains cas de la réflexion inutile. Là. Ils me disent que par rapport au processus évolutif, les gens doivent apprendre à se définir eux-mêmes dans leurs paroles. Ils doivent individuer leur rapport aux pronoms, ils doivent individuer leur rapport au vocabulaire pour être bien puis confortables. Ils me disent que, à quelque part, les gens doivent s'auto-ajuster dans l'usage des mots pour être capables d'exprimer adéquatement leurs vibrations et pour respecter leur sensibilité. Ils me disent que par rapport à des événements qui ont cours présentement de travers à l'égard des ouragans qui ont affecté les États-Unis, eh bien, ils me disent que à quelque part, ces événements sont en relation avec les changements climatiques. Et au fil des prochaines années, la quantité d'ouragans et de catastrophes naturelles qui vont affecter les êtres humains vont augmenter. Ils me disent que ça fait partie de la nature des choses, étant donné que la planète évolue en relation avec des cycles. C'est sûr que l'être humain peut avoir un certain impact par rapport aux cycles, mais ce qu'ils me disent, c'est que fondamentalement, à l'égard des changements climatiques, c'est en relation avec des cycles qui sont prédéterminés avant même l'existence de l'être humain. Et l'être humain peut moduler en petite partie les cycles, en ce sens que c'est beaucoup de gaz carbonique qui sont amenés dans l'atmosphère en relation avec l'activité humaine. Ça peut avoir un certain impact pour, par exemple, accélérer certains changements climatiques, mais fondamentalement, les changements climatiques auraient eu cours en dépit de l'activité humaine, étant donné que les changements climatiques font partie d'un continuum évolutif qui avait cours avant l'arrivée de l'être humain sur la Terre. Donc, ça fait partie de la nature des choses et de l'activité terrestre. Et de penser que l'être humain est seulement, lui, est responsable des changements climatiques, c'est de l'amener à le culpabiliser à outrance parce que il s'inscrit dans une réalité multidimensionnelle où il y a plusieurs êtres dans différentes dimensions. Il y a aussi des contraintes au niveau géographique, météorologique,
qui n'ont aucun rapport avec l'activité humaine et qui vont interférer sur certains changements climatiques. Donc, ils me disent que quelque part, de plus en plus de gens vont être affectés par les changements climatiques au fil du temps, étant donné qu'il y a des zones qui sont vastement pas remplies de population dans des endroits à risque et exposés à des changements climatiques. Et comme la population mondiale est quand même élevée et a tendance encore à augmenter pendant un certain nombre de temps, bien c'est sûr que il va y avoir une augmentation des gens qui vont être affectés par rapport à ça. Et c'est sûr que ce qui me vient en tête, là, je commence à changer de temps. Vous voyez, là, au lieu de dire « ils me disent que », là, je suis dans « il me vient en tête ». Mais je suis encore dans un mode dans lequel je prends une forme de dissociation par rapport à eux qui m'acheminent des idées dans le mental. Donc, à quelque part, ils me disent que de plus en plus de gens vont être affectés par les changements climatiques. Mais, à quelque part, derrière ces événements-là, ça va amener dans certains cas des gens à se conscientiser, ça va amener des gens à se redéfinir. Donc, ça peut servir d'une certaine façon une évolution de la conscience et amener des gens à s'intérioriser. Et aussi, ça va amener un changement de regard de l'humanité par rapport aux différents peuples qui vont être affectés par rapport à ces changements. Donc, autrement dit, ça va modifier les rapports entre les différents peuples et ça peut favoriser l'émergence d'une forme plus grande de solidarité humaine. Puis, en fait, ils me disent que les gens qui vont monter en sensibilité et qui sont dans des endroits à risque vont déménager. Donc, ils ne s'entêteront pas par orgueil pour rester aux mêmes endroits qui, dans les prochaines années, risquent d'être affectés de nouveau lors de la saison des ouragans. Donc, ça va amener des mouvements de population avec le temps. Bon, là, je vais revenir à un autre mode. Je vais revenir au mode je. Donc là, j'ai parlé un petit peu en il. Et ensuite, c'est sûr qu'il y a le nous. Donc, autrement dit, dans le nous, il y a le je, puis il y a le il ensemble. Donc, dans le nous, c'est une union de deux instances psychiques, de deux forces distinctes. Donc, c'est sûr que si, par exemple, ça me dit dans la tête, je veux acheter une nouvelle auto neuve, là, je regarde, est-ce que c'est réel? Puis, si je vois que je suis aligné avec cette pensée, ben, je peux dire que nous voulons acheter une nouvelle auto neuve, c'est-à-dire moi, puis l'entité qui me suggère cette pensée-là. Donc, si je suis en accord avec elle, je peux dire qu'on est deux à être en accord avec elle. C'est sûr que je ne vais pas nécessairement dire ça d'une manière directe, explicite sur la rue ou avec des gens qui ne sont pas en processus de conscientisation parce qu'ils pourraient trouver étrange que je parle au nous, même chose pour le il ou le tu. Par contre, c'est quelque chose qui peut être vécu intérieurement. Donc, c'est sûr que, par exemple, par rapport à quelque chose qui nous est demandé, donc quelqu'un peut dire « Est-ce que je devrais aller en voyage à tel endroit? » Et l'autre personne, ça peut lui répondre intérieurement oui, il devrait y aller. Puis là, l'autre personne, c'est-à-dire nous, on peut évaluer en fonction de la réponse qui émerge. Est-ce que c'est bel et bien ça? On peut ressentir que la vibration derrière, c'est ça. Donc, on peut dire, nous pensons que vous devriez aller en voyage à tel endroit, bien que la décision ultime vous appartient, parce qu'après tout, c'est pas nous qui va faire le voyage. Mais on peut dire que nous avons la vibration, que ça peut être intéressant. On peut dire ça comme ça, parce que après tout, si une personne dit à un autre de faire un voyage, et la personne par la suite est confrontée à un ouragan, eh bien, c'est sûr que la personne qui a donné la suggestion de faire le voyage ne voudrait sans doute pas être prise avec la responsabilité du choix qui peut occasionner de la souffrance. Si la personne est obligée de s'embarricader à l'intérieur d'un hôtel, étant donné que la zone dans laquelle elle est partie voyager est complètement dévastée par un ouragan immense. Là. Donc, autrement dit, c'est bien aussi, ça c'est un autre aspect, de ramener les gens à eux-mêmes. Parce que si on se fait poser une question, est-ce que je devrais faire ci, je devrais faire ça, et l'autre va lui suggérer des choses, ça entretient un rapport de dépendance par rapport à l'être humain qui pose des questions. Donc, cette personne-là n'accède pas à sa propre autorité, alors que si on lui répète ses questions, si on lui reflète et répète, donc la personne lui demande est-ce que je devrais voyager? Puis tu lui dis mais toi, qu'est-ce que tu en penses?
Qu'est-ce qui émerge en toi? Puis là, la personne, elle va se brancher sur sa sensibilité, puis par rapport à ce qui émerge, si on sent que c'est la vibration, bien, on peut lui refléter que tu parles, puis je sens que la vibration qui est derrière me donne de la vitalité. Je sens que ça me dynamise. Est-ce que tu le sens toi aussi? Puis la personne va dire oui. Bon, ben, si tu le sens, puis je le sens, à quelque part, on perçoit la même chose. Donc, ça peut être utilisé comme ça, la sensibilité, parce que après tout, il faut ramener la personne à sa propre responsabilité par rapport à sa vie, et c'est la raison pour laquelle il faut pas prendre des décisions à sa place. Mais pour en revenir au nous, le nous, c'est sûr que c'est un rapport d'union avec les forces. Donc, quand je dis les forces, j'entends par là les entités. Donc, c'est sûr que l'individu et les entités travaillent de concert. Donc, à ce moment-là, à l'égard du nous, ça peut être comme, par exemple, lorsque la personne a à prendre une décision, pour en revenir au sujet de la décision, est-ce que, justement, je devrais faire un voyage? Puis là, ça émerge en elle, oui. Puis là, elle évalue que c'est oui. Bon, ben, elle peut dire, nous pensons que oui, je devrais faire un voyage. Donc, elle peut utiliser le nous dans ce sens-là. C'est-à-dire que sa volonté, après vérification, rejoint la volonté de son esprit ou de son ajusteur de pensée ou de son double, peu importe le terme qu'on utilise pour le définir, et parler dans un état d'unité avec. Mais éventuellement, et c'est subtil, parce que là, il y a deux éléments. Mais éventuellement, il peut en avoir juste un si la personne revient au jeu, mais d'une manière consciente. Donc, autrement dit, la synthèse d'eux autres, c'est-à-dire les forces, et de l'individu d'un côté, lorsqu'il n'y a plus de dissociation et qu'une unité totale est réelle, ben, il y a l'utilisation d'un jeu. Donc, autrement dit, je pense que oui, je devrais faire un voyage. Mais là, le jeu, il est conscient. Parce qu'il sous-tend que l'individu, non seulement s'approprie la pensée, il l'a évaluée par lui-même en utilisant son jugement, sa capacité de discernement, mais que la sensibilité aussi de percevoir la vibration derrière la pensée et d'évaluer que pour lui, là, cette pensée-là, d'utiliser le je, est ajustée. Donc, à ce moment-là, la personne n'utilise pas le nous pour souligner sa relation entre elle et d'un autre côté, l'esprit ou les forces, ou peu importe le terme que vous lui donnez. Donc, il y a un rapport associatif qui est synthétisé, qui est intégré dans un je intégral, volontairement conscient, à ne pas confondre avec le je inconscient du début auquel je faisais allusion, où la personne n'est même pas consciente que la pensée provient pas d'elle, qu'il y a des êtres dans l'invisible, qu'il y a du conditionnement. Donc, elle ne voit pas ça, qui sont des forces qui agissent. Donc, à ce moment-là, le je n'est pas approprié et intégré à sa volonté, alors que l'autre, le je, correspond à l'expression verbale de sa volonté, ce qui n'est pas pareil. Ensuite, après le nous, il y a également le vous. Vous, on utilise ça en français pour la politesse. Donc, si par exemple, je m'adresse à une personne qui est un petit peu plus âgée que moi, je vais utiliser le vouvoiement. Même chose par rapport à une personne inconnue. Donc, je peux poser une question. Puis-je vous demander à quel endroit je pourrais trouver un dépanneur dans cette ville pour acheter de la liqueur ou un breuvage. Peu importe, là. Ou une bouteille d'eau. Ça va être plus santé, on va utiliser l'expression de bouteille d'eau. Bon. Donc, quelque chose à boire. Donc, on peut utiliser le vous. Et des êtres peuvent s'adresser au nous, à nous, en vous, dans notre mental. Donc, il y a des gens qui peuvent exiger la politesse de part d'entités qui s'adressent à eux, que ce soit des êtres décédés qui ont déjà vécu sur Terre ou des entités sur le plan mental. Donc, la personne peut dire, à partir de maintenant, là, vous allez me parler au vous, quand vous allez vous adresser à moi, plutôt qu'au-dessus ou au je, ou au il. En fait, le il, non, il ne s'adresse pas à eux autres, c'est nous autres qui utilisent le terme il pour marquer leur temps de voix d'une manière dissociative, ce qui n'est pas pareil. Bon, pour en revenir au vous, donc la personne peut dire aux forces, peu importe, astral, mental, vous allez communiquer de l'information à moi en vous. Donc, la personne peut recevoir la pensée, vous
pourriez vous acheter une nouvelle auto ou une nouvelle maison. Et là, la personne évalue. Ouais, ta suggestion de m'en acheter une nouvelle maison, ouais, c'est intéressant ou non. Pas du tout, c'est pas intéressant, mais le choix, la décision est appropriée par l'individu. Il ne subit pas le vous. Donc, c'est un rapport, bien sûr, qui est particulier, un peu comme le tu. Il y a des gens qui aiment le tu lorsqu'on parle à eux parce que c'est familier. Donc, est-ce que tu vas bien aujourd'hui? Est-ce que tu es heureux? Tandis que si on dit, est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Est-ce que vous êtes heureux? Donc, il y a une distance. C'est plus professionnel aussi. Des fois, les gens sur le marché du travail, par rapport à certains postes, vont utiliser spontanément le vouvoiement pour faire preuve de politesse à l'égard de la clientèle. Donc, le vous a son utilité. Même chose pour le tu. Donc, tout dépendant le rapport que la personne veut avoir avec l'invisible, bien à ce moment-là, elle peut demander aux êtres invisibles qui s'adressent à elle d'utiliser certains temps de verbe. Donc, ça, c'est particulier à elle. C'est propre à chacun dans l'intimité de sa psyché, bien entendu. Et ensuite, pour en revenir au « il », mais au pluriel, ben, tantôt, je l'ai un peu abordé parce qu'ils me disent que ça peut être par rapport à des entités qui se trouvent, par exemple, sur le plan mental, qui regardent les programmations planétaires et qui vont acheminer de l'information à l'individu, par exemple, par rapport au phénomène des ouragans. Donc, l'individu regarde la télévision, il voit des gens qui sont victimes d'ouragans un peu partout dans le monde, et là, il émerge des questions dans son mental, ou des pensées en lien avec ça. Puis là, ça peut lui parler intérieurement, et là, la personne peut exprimer à voix haute ses pensées en canalisant du matériel. La personne peut aussi faire de l'écriture automatique pour induire un état de transe en faisant des mouvements du bas vers le haut avec le crayon. Là, vous êtes en train de m'entendre, je suis en train d'en faire. Donc, ils me disent que les ouragans, il va y en avoir beaucoup d'autres au fil des prochaines années. Leur quantité va augmenter au fil des ans et que l'être humain peut atténuer certains de leurs impacts en créant des digues par certains moyens technologiques, mais ça va être limité et ultimement, il y a des grands foyers de population qui vont être affectés par les ouragans, par les changements climatiques, et beaucoup d'êtres humains vont être obligés de déménager en relation avec ça, étant donné qu'il va y avoir notamment la hausse du niveau des principaux océans sur la Terre en relation avec la fonte de la calotte glaciaire et également aussi de la dilatation des particules d'eau qui est en relation avec le fait que lorsque l'eau chauffe, parce qu'il y a un réchauffement au niveau des océans, ça fait que les particules ont tendance à davantage se dilater, un petit peu comme un pneu, ou que le pneu est davantage gonflé l'été que l'hiver. Donc, les particules ont tendance à prendre de l'expansion et qu'il y ait de l'espace entre elles plus grand. Donc, ça peut dire ça au « il ». Donc, c'est sûr que la personne, premièrement, elle doit réaliser que c'est important de ne pas croire et de vérifier que sa sensibilité, si c'est ça ou c'est pas ça. Et par rapport au « il », bien, il peut y avoir derrière ça toutes sortes de forces. Hein. Ça peut être des entités du plan mental, ça peut être des êtres qui ont des mandats particuliers. Ça peut être des êtres à caractère angélique, ça peut être des êtres décédés, ça peut être des groupes. Il y a certains groupes sur la Terre qui ont certains mandats. Par exemple, il peut y avoir une division d'entités du plan mental qui travaille à l'insertion des nouvelles technologies sur Terre. Il y en a un autre qui va travailler pour, par exemple, l'intégration d'une psychologie nouvelle. Il y a d'autres entités qui se trouvent sur le plan astral qui cherchent à harmoniser les rapports entre les vivants et les êtres décédés, en ce sens que beaucoup de personnes qui, présentement, vivent de la souffrance en relation avec des êtres qu'on connu sur Terre et qui sont décédés. Donc, il peut y avoir un groupe d'entités à caractère angélique qui se sont donnés comme mandat spécifique d'apaiser les âmes qui souffrent suite à la perte d'êtres chers pour les amener à vivre une certaine forme de réconfort spirituel. Donc, il y a différents groupes avec différents mandats. Il y a des êtres, en fait, aussi dans l'invisible, c'est pas tout le temps rose. Il y a des êtres qui cherchent à créer le terreur et le chaos.
Et derrière le terrorisme international, il y a un égrégore d'énergie, d'êtres astrales de basse vibration qui cherchent à propager la terreur pour créer une dynamique de peur sur Terre qu'elles vont pouvoir influencer à travers la suggestion d'idées terroristes, parce que quelque part, ça leur permet de se sentir vivants et dynamisés à travers ça. Donc, il y a différentes entités, différents groupes qui ont différents agendas. Et quelqu'un peut s'adresser à un groupe d'entités et le groupe peut s'adresser à l'individu en il. Donc, il, les êtres du monde... non, je ne veux pas parler avec les êtres qui s'occupent du terrorisme parce que ça va venir dans une vibration qui est lourde. Je vais plutôt demander à des êtres du plan mental qu'est-ce qu'ils me disent par rapport au terrorisme. Ils me disent que présentement, ce qui a de l'impact au niveau du terrorisme, c'est le fait que les médias de masse, et non pas de masque, bien que des fois les médias masquent la réalité, vont transmettre rapidement les images des manifestations de certains terroristes qui vont les renforcer. Donc, ça peut émerger en moi cette pensée-là et que ça crée un peu un cercle vicieux parce que plus qu'on en parle, plus que ça, quelque part, ça leur fait de la publicité, ça leur donne du pouvoir et de l'importance. Donc, si au début d'un bulletin de nouvelles à la télévision, on parle en premier d'une attaque terroriste, bien, ce qu'on donne l'impression aux gens, c'est que la priorité, là, ce qui est le plus important présentement au niveau de l'actualité, c'est l'attaque terroriste. C'est pas la personne qui a fait une découverte scientifique. C'est pas la personne qui a découvert, par exemple, une nouvelle technologie. Non. C'est l'attaque terroriste qui entraîne la terreur. Donc, ils peuvent me dire ça. Puis moi, j'ai toujours, peu importe le temps de verbe dans lequel ça me parle dans la psyché ou que j'utilise, j'ai tout le temps à me positionner, évaluer si c'est réel ou pas ce qui est dit. Donc, ça demande un esprit critique là, qui est total, là, peu importe les pronoms utilisés. Donc, c'est tout simplement ça. Là, je les ai passés en revue, le je, le tu, le il, le nous, le vous. Et également, c'est sûr, le il au pluriel. Donc, j'ai fait le tour. Mais ce qui est fondamental par rapport à tous ces pronoms qui ont été abordés, c'est tout le temps regarder la vibration qui est derrière. Quelqu'un qui me parle au je, il me dit quelque chose qui est très vibrant, qui est très conscient, je suis obligé de reconnaître que c'est réel. Et si une personne utilise le je, puis on sent que c'est pas réel, on sent qu'il n'y a pas de volonté, on sent que la personne n'est pas toute là, on sent pas beaucoup de présence dans sa parole, mais là, on sent qu'il n'y a pas d'autorité dans ce qu'elle dit. Donc, c'est pas intéressant, ça me fait pas vibrer. Ça me dynamise pas, ça m'énergise pas, donc ça me parle pas. Et que la personne, peu importe le pronom qu'elle utilise, pour moi, c'est pas important. C'est la vibration qui est derrière, bien que d'être capable de conscientiser son rapport avec les pronoms, c'est intéressant de le faire. Moi, je me suis amusé dans les dernières minutes à faire une lecture par rapport aux différents pronoms. C'est sûr que je pourrais ramener des considérations psychologiques dans le sens que c'est vrai que il y a des choses qui sont dans certains cas reliées à des programmations, par exemple, d'enfance à l'égard du jeu. Il peut y avoir une partie qui provient d'entités qui réactive ça, mais dans les termes strictement psychologiques, pour des gens qui ne vivent pas de rapport conscient avec les plans invisibles, le monde des esprits, bien, c'est sûr que je leur concède certains éléments, dans le sens que si la personne se fait dire dans son enfance par un proche, une personne en autorité auprès d'elle, un adulte, donc que ce soit sa mère, son père ou un tuteur, la personne se fait dire tu es pas intelligente, tu es pas intelligente, et la personne se l'approprie, se l'intègre, elle va dire je ne suis pas intelligente, je ne suis pas intelligente. Et à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que si la personne est beaucoup imprégnée de ce que j'appelle de pollution psychique, de programmation dysfonctionnelle, il y a une enfance avec des adultes qui manquent de jugement et de psychologie, bien, la personne, à force de se faire dire qu'elle n'est pas intelligente, a fini par le croire, puis à se répéter ça également dans la tête en se l'appropriant, en le faisant sienne, en l'introjectant. Donc, on s'approprie des pensées qui sont dysfonctionnelles. Et à un moment donné, l'adulte qui disait ça vieillit et meurt. Mais la personne continue
à entretenir cela inconsciemment, sauf ça y met fin. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que la personne peut entretenir ça longtemps, tant aussi longtemps qu'elle ne vivra pas un choc ou un événement traumatique qui va remettre en question le fonctionnement psychique qu'elle avait jusqu'alors. Donc, une personne peut se répéter « je suis niaiseuse », parce qu'elle a entendu ça de son environnement. Donc, elle régurgite des mémoires qui peuvent être réactivées par une entité. Parce que là, ce qu'il faut comprendre que oui, il y a des pensées qui sont intégrées par l'inconscient lors de l'enfance, parce qu'après tout, l'esprit du jeune enfant est un petit peu comme une éponge par rapport à son environnement. Donc, il peut avoir de la facilité à intégrer des pensées qu'il perçoit d'adultes auxquelles il donne de l'autorité, parce qu'il n'y a pas nécessairement la volonté de les contester s'ils disent des propos qui sont désajustés. Donc, l'enfant a tendance à s'imprégner de ça, puis ça donne naissance à des mémoires d'âme qui sont des fois très lourdes, très souffrantes, qui peuvent colorer le reste de sa vie, sauf si l'individu est conscientise, bien entendu. Mais le point par rapport à ça, c'est que ce qui va réactiver ces mémoires-là, c'est que des forces derrière ça, comme des entités qui vont voir que quelque part un parent a dit à l'enfant « tu es niaiseux », et là l'entité va dire dans la tête à l'enfant « tu es niaiseux », et comme il a entendu ça de son environnement, il va dire « ah, c'est en continuité avec l'environnement, c'est normal ». Puis là, la personne pense qu'elle est niaiseuse, et au lieu d'étudier et de compléter ses études, la personne va arrêter ses études en cours de route, la personne va s'empêcher d'occuper des emplois qui sont valorisants parce qu'elle pense qu'elle est niaiseuse ou elle ne travaillera pas du tout. La personne va avoir de la difficulté à entrer en contact avec les gens du sexe opposé parce qu'elle pense qu'elle est niaiseuse, donc avoir de la difficulté à se trouver une compagne ou un compagnon. La personne va avoir peur d'avoir des enfants parce qu'elle pense qu'elle est niaiseuse, puis elle pense que les enfants vont être niaiseux. Donc ça va très loin, l'imprégnation du conditionnement du passé, sauf que le point que j'amène, c'est que c'est pas nécessairement une programmation qui est strictement mécanique, qui s'auto-enclenche, qui va répéter ça dans la tête de l'individu ou en relation avec des éléments inconscients qui ressurgissent par moments dans la vie de l'individu. C'est que derrière ces éléments-là qui reviennent dans la psyché de l'individu, c'est qu'il y a des forces qui activent ça à un moment plutôt qu'un autre. Et il y a des gens qui vont dire « ah, c'est des éléments déclencheurs en lien avec des souvenirs. » Donc, la personne pense à son père et là, ça lui dit « tu es niaiseuse ». Oui, une pensée peut en amener une autre par association, mais quand même, il y a des forces qui vont chercher à réactiver certaines pensées. Et c'est là que j'amène l'idée des entités, qui, je sais, déplaît à beaucoup de personnes, mais étant donné qu'en compagnie, entre autres, d'un médium, j'ai eu des perceptions d'entités, et ça, en fait, j'ai dit, mais il y a plusieurs médiums avec lesquels j'ai eu des conversations, j'ai eu des perceptions, puis j'en ai eu plusieurs au fil de ma vie, donc si je m'appuie sur mon vécu, les entités existent, donc je suis obligé de tenir considération de cette réalité-là, et c'est ce qui va colorer mon rapport au pronom. Mais fondamentalement, le rapport au pronom, oui, il y a des éléments de la psychologie conventionnelle pour les saisir qui est utile à prendre en considération, mais essentiellement, il faut se l'approprier en fonction de soi et de sa sensibilité pour les utiliser en respect de soi. C'est tout simplement ça. Hein? Depuis tantôt, ce que je réalise, c'est que j'ai tout simplement à ramener l'utilisation des pronoms par rapport à moi, ce qui fait qu'à un certain moment donné, si je veux canaliser du matériel qui provient du plan mental en me tassant en tant qu'ego, je peux utiliser le tu ou le il. Et puis des fois, ça se fait spontanément. Des fois, il m'arrive de parler à voix haute, tu devrais tasser ton véhicule. Donc, des fois, ça me dit ça et je le verbalise comme ça. Et là, je regarde, est-ce qu'il y a raison que je tasse mon véhicule? Et là, je peux dire, il faudrait peut-être que je le tasse parce que il y a telle personne qui arrive dans le stationnement. Ah oui, c'est intéressant. Donc, je prends en considération la pensée. Et pour moi, que la pensée, peu importe le pronom qui est utilisé pour la verbaliser, c'est de voir si elle est intelligente ou pas. Ce qui me ramène, encore une fois, au principe du discernement. C'est tout. Donc, l'important pour moi, c'est que l'être humain soit capable de transiger adéquatement avec la pensée. Et ça, peu importe les pronoms qu'elle va utiliser. Au revoir.